Bienvenue, le Forum de la mode cette année, organisé par le ministère de la Culture et le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, a choisi de s'intéresser aux nouveaux métiers de la mode. Nous avons la chance d'être accueillis par le Mobilier National et le campus des métiers d'art et de design, et nous allons nous intéresser tout de suite à la conception guidée par le digital. Pour en parler, j'ai à côté de moi Audrey-Laure Bergenthal, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente et fondatrice d'EVK, vous allez nous expliquer dans un instant de quoi il s'agit. Également à mes côtés, Claire Giscard d'Estaing, bonjour. Bonjour. Directrice Clearance Group, groupe État. Mais il va falloir nous expliquer aussi de quoi il s'agit. EVK, c'est le tout premier mannequin robot capable de capter et reproduire une infinité de données morphologiques. Une fois qu'on a dit ça, ça donne une petite idée. Mais ceci dit, vous travaillez avec une douzaine de clients, vous commercialisez depuis septembre parce que tout ce processus de développement, de R&D, de fabrication, vous fabriquez une quarantaine de robots, a pris du temps. Comment ça marche, Audrey Laure ? Alors ça marche très simplement, c'est pour ça qu'on a pris beaucoup de temps pour que ce soit très simple. Donc c'est un robot qu'on pilote avec un logiciel qui va permettre de changer instantanément de taille. Donc le robot, c'est un outil physique qui va permettre aux utilisateurs en design, en conception, production, en travail avec les usines, mais aussi au moment de la vente en ligne excusez-moi, et en boutique, de pouvoir concevoir, mettre au point, valider ou vendre des produits qui vont bien. Donc l'idée, c'est vraiment de transformer les différents acteurs utilisateurs de ce produit en militants de l'écologie pour qu'on conçoive des produits qui se vendent mieux, qui taillent mieux dans toutes les tailles. On va y venir, vous allez nous expliquer concrètement, mais qu'on s'imagine ce robot, c'est parce que souvent dans la mode, on connaît le fameux Stockman. Oui. Le Stockman, donc il n'a pas de tête, il n'a pas de jambes en général, voilà, il y a juste, alors il y a différentes tailles vaguement de Stockman. Vous, la différence, c'est qu'il bouge et donc il peut s'adapter par rapport aux données que vous rentrez, c'est ça ? Exactement. Nous, on peut rentrer les données d'un corps, on peut scanner un client, on peut rentrer ses mesures, ou on peut importer, pour les gens du métier, les barèmes de la marque ou les barèmes du vêtement, et le robot va immédiatement se morpher à la morphologie demandée. Il est capable aussi de venir contrôler si le vêtement va couvrir un certain nombre de morphologies dans la même taille. Donc l'idée, c'est d'avoir des expériences de la cabine d'essayage dès la conception pour que les vêtements couvrent un large scope de population, et donc en chaque taille, il va changer de forme de corps. Un peu comme les morphotypes de Christina Cordula, en O, H, A, la référence. B. Ouais. Voilà, donc on a fait ça, mais ça marche très bien. Du coup, c'est pour ça que je vous dis c'est facile à prendre en main. Le robot va venir faire un 36 dans une forme en A, en X, en O. Et c'est comme ça qu'en fait, on sait que les vêtements conçus vont vraiment couvrir les populations qu'on souhaite. C'est ça. Et donc, ma deuxième question, c'était à quoi ça sert ? Vous avez un peu commencé à nous répondre, mais on imagine tout ça, que ça permet d'optimiser la fabrication, la production, le cycle de vie, tout. Oui, l'idée, c'est d'apporter de la performance et d'apporter un outil de déstandardisation dans des process qui sont trop industriels, et on voit aujourd'hui que c'est un véritable problème de produire pour une seule forme de corps, où en plus on n'est bon que dans une seule taille, puisqu'on est généralement assez bon dans le 36-38, mais pas bon, ou moyennement bon pour être poli dans les autres tailles. Donc l'idée, voilà, c'est d'apporter de la performance en chaque taille, que les utilisateurs puissent travailler plus vite, à distance aussi. On peut contrôler ses vêtements avec ses usines à distance et collecter de la data. C'est d'aller chercher des informations côté consommateur, côté vêtements, pour vraiment avoir un outil de business intelligence pour que tout le monde prenne les bonnes décisions à chaque étape le plus vite possible, avec le plus d'informations précises. Oui, et puis il y a toutes ces marques qui travaillent à l'international. Exactement. Donc effectivement, un Asiatique ne correspond pas à un Américain, ni à un Français ou un Italien. Exactement. Donc il faut gérer ça aussi. Il faut gérer ces informations. Alors, effectivement, les marques vont devoir changer aussi. Donc il y a une première étape où aujourd'hui elles s'en servent dans une logique de performance et d'inclusion déjà dans chaque taille, parce qu'il y a déjà un gros travail à faire d'harmoniser son chiffre d'affaires et de limiter ses retours et ses invendus sur ces petites et grandes tailles qui sont souvent, à ce moment-là, Claire pourra témoigner, assez forts. Et après, l'étape d'après de la mode, ça va être de produire peut-être différemment en fonction des zones géographiques, en fonction des tranches d'âge, de produire moins aussi certains produits et d'autres
dans toutes les tailles. Voilà, de devenir vraiment beaucoup plus flexible. Alors, Claire Giscard d'Estaing, justement, je le disais, vous êtes directrice Clearance Group du groupe Etam. Le groupe Etam, on le rappelle, c'est Etam, mais c'est aussi donc la lingerie, le prêt-à-porter, c'est aussi Undies, c'est aussi 1, 2, 3, c'est beaucoup de marques. Et en fait, vous êtes chargé de quelque chose d'assez précis, de gérer l'obsolescence des stocks des marques du groupe. Et c'est dans ce cadre-là que vous êtes équipé du robot EVK depuis 2 ans. Alors oui, c'est dans ce cadre-là et à la fois, donc moi j'ai mon constat en termes de gestion de l'obsolescence, c'est donc nous avons des invendus comme beaucoup de marques et on s'est dit il faut être astucieux pour les limiter. Donc il y avait le fait de les revendre, vous avez tous ces sites de e-commerce, des soldeurs qui peuvent racheter, mais à un moment il faut que ça s'arrête. Et ma réflexion a été, il faut produire juste. Produire juste, il faut des outils. Donc il y a des remontées statistiques qu'on a dans toutes les entreprises, mais après, comme le disait très justement Audrey, les produits souvent ne sont pas la bonne taille. Donc un produit qui n'est pas vendu, souvent c'est qu'il a un défaut et après éventuellement le prix. Donc en travaillant en amont, on s'est dit que c'était une façon de lutter contre ces surstocks. Notamment quand on a des produits chers, c'est vraiment un sujet comme Maison 123 qui est une marque assez haut de gamme chez nous, ou même Livy en lingerie. Donc l'idée c'était de mettre ce robot pour que le sizing soit très bien fait en amont, parce que le bien aller, un sein bouge, un sein peut être plus large, un dos plus étroit, et d'avoir, comme le disait Audrey, un soutien-gorge qui match un maximum de personnes. Et oui, c'est encore plus important pour la lingerie que pour les vêtements, parce que le soutien-gorge, on est bien placé. Et là, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est ça. Alors concrètement, à quelles étapes et comment vous l'utilisez? Donc là, aujourd'hui, nous avons, on essaie déjà de relocaliser près de nous pour pouvoir être plus juste dans nos fabrications plus RSE. Et dans le nord de la France, on a un atelier de conception où tous les produits sont réalisés en échantillonnage. Et donc EVK est arrivé il y a déjà quelques années, même avant que j'arrive, où on a commencé à faire des tests mannequins, notamment sur la poitrine, qui est très variée suivant les femmes, et quel que soit, même un 38 est très large. Et on a fait les premiers tests pour que justement les produits matchent le besoin réellement. Ça marche déjà, parce qu'on est, on est beaucoup dans la recherche au niveau du groupe Etam, avec le soutien-gorge pour la mastectomie, tous ces produits qui ne peuvent pas avoir un défaut. Donc là, en amont, on travaille plus juste. Donc sur la conception même. Exactement. Une fois qu'on a travaillé plus juste sur la conception, quand on va être donneur d'ordre, il y a aussi le mannequin au niveau de l'usine, donc là, les essayages vont être faits. Parce que quand on est loin de sa production, c'est difficile de le voir. Donc justement, avec les systèmes de vidéo plus le mannequin, on est au fait de la production et d'en avoir une qui permette de ne pas faire de surstock, de ne pas faire même une mauvaise attache d'eau, parce que quand le sein grossit, on voit bien que l'attache doit être plus large ou plus réduite suivant le sein. Donc tout ça, c'est un véritable outil de travail pour limiter les stocks demain. Alors, c'est un véritable outil de travail, ça demande des nouvelles compétences à vos équipes ou finalement c'est assez facile à mettre en place? Alors en fait, c'est assez, je dirais l'ergonomie du robot, elle est assez simple, c'est assez intuitif. Comme vous prendriez un iPhone, moi je fais souvent le parallèle entre le mannequin EVK et l'iPhone, on s'y est tous mis. Et donc les équipes au fil de l'eau s'y mettent et elles ont le pendant informatique sur leur ordinateur. Donc c'est pas qu'un robot, il vient parler dans l'outil de travail qui est l'ordinateur que tout le monde utilise aujourd'hui. C'est ça la force, parce qu'avant on avait un Stockmann physique en bois qui était très statique, on mettait des morceaux de mousse mais il ne nous disait rien. Eh oui. C'est nous qui notions. Tandis que là, lui, il nous envoie de l'information. Donc c'est un gain de travail, de temps et je dirais que ça rend et le travail est donc qualitatif une fois qu'on l'a. Et pour les jeunes de demain, c'est l'avenir parce que un morceau de mousse, ça parle pas. Par contre, un robot qui bouge, c'est amusant, c'est ludique. Donc il y a cet aspect là aussi. Alors ça m'amène à une question, pas de moi cette fois, de Margot, 15 ans, qui est en seconde au lycée Le Corbusier à Poissy. Et elle vous demande donc à toutes les deux, je vais peut-être d'abord vous poser la question à vous Claire, évidemment je viendrai à vous après Audrey-Laure. Du coup, est-ce que le métier de modéliste, quand on a des outils tels que celui-là, quand on voit cette nouvelle technologie, est-ce que ce métier de modéliste va encore exister? Comment il va être impacté? Il va encore plus exister, je dirais, il va être encore plus présent, mais surtout il va être beaucoup plus accessible. Parce qu'aujourd'hui, il fallait ce mannequin en bois, il fallait des morceaux de mousse, c'est quelque chose qui est plus compliqué. Tandis que quand le robot travaille pour vous, c'est déjà un gain de temps, mais un gain d'aisance pour comprendre le produit. Donc je pense que le métier de modéliste va justement se répandre. Et dans tous les métiers, parce que là on parle de la mode, mais ça peut être dans l'aéronautique demain pour faire des combinaisons de cosmonautes, on peut avoir un modéliste dédié pour ces combinaisons. On peut dans les hôpitaux, il y a vraiment des sujets de vêtements aussi. Donc je pense que c'est le métier de demain, en tout cas pour la mode, certainement. Alors Audrey-Laure,
évidemment que le métier de modéliste va encore exister, c'est ce que vous dites, vous ne faites pas disparaître un métier là. Ah non, nous on est convaincus qu'on va revaloriser et même, comme le disait Claire très bien, lui ouvrir des nouvelles potentialités. Pour nous, le modéliste de demain, c'est ce que je disais en préambule, c'est vraiment l'agent de la transformation écologique de la marque. Il va être là pour apporter énormément d'informations sur le bien-aller du vêtement, sa couverture morphologique par marché, dire est-ce qu'on sort ou pas ce produit, regarder tous les autres autour de la table et avoir toutes les informations robotiques et informatiques pour être un acteur de la prise de décision et émettre des, comme on dit dans le jargon, une fois que les jeunes travailleront, des go-no-go, donc des accords ou des accords pour avancer. Ils vont en plus aller vers des secteurs aussi, comme disait Claire, de plus en plus techniques. Aujourd'hui, le vêtement va évoluer. On va vers des nouveaux matériaux, des vêtements intelligents, connectés. Il y a tout le système aussi du vêtement au travail, c'est un vrai sujet qui va se transformer. Et donc, en fait, ils vont être au contact de la technologie en permanence, mais pour l'implémenter et pour que ce soit toujours confortable et esthétique. Donc, ils vont garder le côté... ils vont retrouver aussi un peu le côté artisanal qu'ils avaient. C'est ça le miracle du mannequin EVK, c'est qu'en fait, on retrouve le côté agréable de la production sur mesure, mais à une échelle industrielle et connecté à des outils qui sont le futur. Donc ils vont avoir normalement le meilleur des deux mondes, quoi. Et en même temps, ça va les impliquer dans une démarche RSE parce que c'est un outil d'inclusion aussi. Exactement. On leur apprend aujourd'hui le modélisme dynamique. Donc c'est quelque chose qu'on commence à enseigner dans les écoles. C'est une nouvelle façon de concevoir et on appelle grader les vêtements, d'avoir en tête qu'un vêtement dans une taille va devoir couvrir différentes formes de corps, comme on disait. Et donc ce modélisme dynamique, cette approche de la diversité morphologique, c'est une véritable révolution et c'est quelque chose qui avait été oublié parce qu'on a passé 40 ans à faire du sur-mesure et que même dans les écoles, on apprenait assez peu ou plus à faire du sur-mesure, sauf pour ceux qui partaient dans les filières luxe. Donc on remet au goût du jour aussi cet apprentissage du corps humain qu'une génération plus âgée connaît et qu'on est allé chercher dans les maisons du luxe. Vous-même, Audrey Laure, cette histoire de VK, elle est arrivée après d'autres choses. Vous êtes une ancienne juriste et d'un seul coup, il s'est passé sûrement des choses dans votre tête et dans votre vie, mais vous avez bifurqué vers un BTS de stylisme plutôt que d'aller à Harvard. C'est ça. Donc on n'est pas obligé de choisir tout de suite, on peut y arriver. Qu'est-ce qui vous a attiré, vous, dans cette idée, dans ce métier ? Ça a été l'évidence qu'on ne pouvait pas continuer sur un mannequin de bois, Mais c'est en croisant un Stockmann, vous vous êtes dit il faut faire quelque chose ? En fait, j'étais spécialisée en droit de l'innovation, donc déjà passionnée de mode, donc je traitais des sujets de contrefaçon. Et puis, je ne sais pas, en fait, j'entends ma mère qui se plaint qu'elle ne trouve pas un vêtement à sa taille. J'ai souvent raconté que ma maman est très belle, qu'elle ressemble à Catherine Deneuve, même âge, tout pareil, donc très mince, puis après, bon. Et du coup, je me dis, mais mince, pourquoi elle n'arrive pas à s'habiller ? Et donc, j'ai regardé comment on faisait les vêtements. Je pensais c'était super automatisé, que presque l'homme avait disparu, en fait. J'avais cette vision du truc robotique, un peu comme la question de la jeune fille. Et en fait, j'ai découvert que c'était des hommes ou des femmes derrière des machines et un mannequin de bois avec de la mousse. Et là, j'ai fait « Waouh, c'est le Moyen-Âge, c'est pas possible ». Et un matin, effectivement, ça m'a flashé. Je me suis dit, il faut que ce mannequin, il change de corps, de morphologie, de forme. Parce qu'en vitrine, je voyais un vêtement qui était moche sur un mannequin en plastique qui ressemblait à rien. Voilà. Dans les standards. Tu expliquais qu'on était vraiment dans les standards. Et on n'est pas dans un standard. Le corps d'une femme à 50 ans, même si elle est mince, il évolue. Bien sûr. Exactement. Donc à 40 à 50 ans... Mais le corps des hommes aussi, hein. Voilà. Ne nous laissons pas la pierre. Hein. Mais les femmes, on a plus de forme, ce qui est notre valeur ajoutée, certainement. Et donc, un 40 à 50 ans n'est pas un 40 à 25 ans. Et c'est ça ce que la mode n'avait pas anticipé, je trouve. Aussi. Et donc, même une marque qui était plutôt pour servir des femmes de 50 ans faisait un sizing d'une femme de 25. Et c'est là où Audrey apporte une valeur ajoutée dans ce sizing où la hanche peut s'élargir, mais la femme est toujours aussi belle, mais elle n'arrive pas à s'habiller. Et donc,
c'est tout ce travail, et tu t'es dit aussi, je me souviens, la gabegie, parce que c'est une gabegie à la fin. C'est-à-dire que des marques s'y retrouvent pas, sont en difficulté. C'est ça, rappelons-vous, au départ, votre boulot, c'est de gérer des stocks d'invendus. Donc c'est bien derrière cette idée-là, c'est aussi pour mieux gérer, pour optimiser. Aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, vous ne dirigez pas tout le groupe Etam, bien sûr, mais de quel profil vous auriez besoin? Quels sont les profils? Justement, moi j'aime cette appétence pour le digital et le fait qu'on puisse utiliser un robot comme un partenaire et pas comme quelqu'un qui va vous prendre votre job. Parce que lui, il peut bouger, il peut grossir. Nous, l'humain, on ne peut pas grossir, on ne peut pas maigrir. Donc, utilisons ce qui est utile et derrière, ça nous donne une data qui va nous permettre d'améliorer l'offre en amont. Donc, les profils aujourd'hui, si vous recrutez un peu? Oui. Le groupe n'arrête pas. Du reste, si quelqu'un veut postuler, qu'il n'hésite pas. Donc, quel genre de profil? Justement, ce digital, donc, adapté au robot, cette appétence pour le digital, pour utiliser un outil qui permette de magnifier le travail. Parce qu'on le magnifie. Parce qu'à la fin, quand le produit est mieux réalisé, et puis en école de commerce, quand même, on disait ça il y a déjà 30 ans, mais bien produire, c'est produire juste. Et c'est ce que j'apprends à mes équipes tous les jours, c'est de se dire, que peut-on faire? Et donc nous, on a poussé la réflexion jusqu'au bout avec le groupe Etam, c'est de se dire au niveau du comité de l'offre, nous on voit un peu les imperfections, parce qu'on a le produit qui ne s'est pas vendu. Donc comment le corriger? Comment le corriger? Donc c'est le sizing, c'est la matière parfois aussi qui, quand on prend du poids, elle ne fonctionne pas bien sur le corps. C'est une fabrication avec un crochet qui ne va pas. Et ça, EVK est capable de le montrer en le posant sur le mannequin. On voit quand ça tire ce qui va se passer. Et c'est l'avenir. C'est vraiment l'avenir. On sent que vous êtes déjà conquis, en tout cas chez Etam. Les profils et les compétences dont vous auriez besoin aujourd'hui dans votre entreprise? Alors nous, on rêve de modélistes qui nous rejoignent pour justement être les diffuseurs, les évangélisateurs de cette nouvelle méthode du modélisme dynamique, pour aller former dans les maisons les équipes, les accompagner dans comment avoir une approche RSE tous les jours et inclusive, parce qu'il y a quand même une conduite du changement à opérer et à accompagner chez nos clients, et ils ont beaucoup de choses à faire. Les équipes de production chez Etam, ils sont par exemple ultra débordés, ils font des challenges tous les jours, donc il faut qu'on puisse aussi les accompagner, et nous on cherche du coup des modélistes qui viennent pour aider nos ingénieurs à concevoir les produits de demain, donc c'est hyper important, et pour aller accompagner les marques en mission pour qu'ils puissent intégrer au mieux et être encore plus rapide dans l'intégration, même si l'intégration est très rapide. Cette finesse de l'approche par la morphologie, elle permet d'aller loin, donc autant que tout le monde soit mobilisé sur ça. Il y a une deuxième sorte de profil qui interviendra peut-être un petit peu plus tard, vous allez me dire si je me trompe, c'est dans la prochaine étape, puisque après le robot, vous en avez parlé, il y a beaucoup de data, c'est ce que vous souhaitez développer. C'est ça. Oui, vous avez raison. Effectivement, sur les datas qu'on collecte, on va, nous aussi, comme Claire, aller chercher des profils mode qui ont vraiment une expertise du métier. Donc, moi, j'aime bien les gens qui ont une expérience quand même terrain, donc pas forcément modélisme, ou qui ont fait modélisme et autre chose, ou qui ont fait du stylisme et autre chose, comme l'IFM, par exemple, ou autre, et qui arrivent avec une capacité d'aller analyser les datas pour là faire de la conduite du changement, de la prise de décision plus stratégique, mais connectée à la réalité du métier. Donc effectivement, la prochaine étape, c'est la data, ce que vient de nous expliquer Claire, mais il y a aussi une prochaine étape qui vous semble très importante, Claire, pour le consommateur, parce que là, on a parlé de l'utilisation de VK dans l'entreprise, mais après, nous toutes, nous allons pouvoir profiter de son savoir-faire. On va acheter juste. En fait, on aura potentiellement dans l'année qui vient, j'espère, dans nos téléphones, cette application, on aura notre sizing. C'est que quand on se retrouvera donc face toutes à nos dimensions. En fait. Exactement. Donc quand on sera en phase d'achat, notamment en e-commerce, comme on sait que ça se développe de plus en plus, on aura la capacité d'acheter un produit au lieu de 3, ce qui est le cas de l'Allemagne. On n'achètera pas un 38, un 40 Pourquoi un au lieu de 3? Oui, parce que c'est ce qu'on prend pour essayer et qu'on retourne après. Donc le taux de retour, c'est tout ce qui pollue notre planète aujourd'hui, et donc le groupe Etam y travaille beaucoup, d'expliquer au mieux aux clientes comment est coupé le vêtement et quelle est sa taille exacte. Et ça, c'est ça la force de VK. C'est que cette data, elle sert pour l'entreprise, mais elle sert pour le consommateur. Et on balaye comme ça toutes les chaînes de la production, donc du produit jusqu'à sa vente finale. Et à une vente réalisée, ce n'est pas une vente retour. Et ça, c'est une notion pour le groupe qui est extrêmement importante et pour toutes les entreprises qui fabriquent du textile. C'est l'avenir. Ce sera un outil au bénéfice du consommateur également. Exactement. Pour mieux acheter. Et ça, on pouvait le faire qu'avec un robot au départ qui numérise.
Si on n'avait pas eu ce robot numérisé, mais un Stockman, on était incapable de le faire à la fin. Donc ça va d'un bout, ça part du début de la chaîne jusqu'à la fin. Voilà. Donc tout ça, effectivement, ce sera le développement. Voilà, si les investisseurs continuent vraiment à vous suivre, ce qui est important quand on est une jeune entreprise comme la vôtre et qu'on s'est battu 7 ans pour développer, c'est ça, 7 ans, C'est ça. pour développer un tel robot, alors qu'on sent l'enthousiasme chez vos clients, parce qu'en plus, il est développé en France. Oui, le robot est développé en France, en Rhône-Alpes, avec nos partenaires locaux. Donc c'est un robot made in Drôme. Et effectivement, on a mis au point un algorithme d'évolution du corps humain qui n'existait pas dans le médical. Donc d'où les 7 ans qui ont été passés. Eh bien, voilà, merci beaucoup pour votre témoignage. Audrey-Laure Bergenthal, présidente et fondatrice de VK, cet outil qui transforme effectivement le métier de modéliste, mais qui ne le renie pas, bien au contraire. Vous avez parlé de modélisme dynamique, ça j'aime bien. Quand c'est dynamique, hein, on sent dans toutes les deux, en tout cas, vous êtes dynamique. Claire Giscard d'Estaing, directrice Clearance Group au groupe Etam, merci beaucoup pour ce témoignage également. Et merci aussi de rappeler que vous recrutez tout le temps, effectivement. Le groupe Etam, là, n'hésitez pas. Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci.